Merci beaucoup à toutes. Merci beaucoup, Madame Frison. Je vais désormais vous poser un petit peu des questions transversales pour faire le lien entre les différentes interventions. Et la première que je souhaiterais poser, qui est également en lien avec la table ronde précédente, où on a énormément parlé de la régulation des plateformes, le poids des plateformes, quelles qu'elles soient, c'est la question des consommateurs et du grand public. Parce qu'il y a aussi une responsabilité de ceux qui vont sur les sites porno, de ces consommateurs-là, de même qu'il y en a une pour la loi de l'abolition de 2016, où les consommateurs de prostitution sont aujourd'hui pénalisés. Ouais. Ils font des stages, voilà, quand il s'agit, en tout cas la loi l'a écrit. Et donc j'aimerais désormais qu'on parle un petit peu de cette question-là. Finalement, quelles sont les solutions qui peuvent s'offrir à nous pour lutter contre la pornographie grand public, mainstream, mais aussi en fait vis-à-vis du grand public, déjà pour sensibiliser les consciences, puisqu'on l'a vu que c'est une consommation massive, mais aussi pour faire de cette consommation un délit. Est-ce qu'on doit aller jusque-là? Et ça, donc c'est celle qui veut commencer, peut-être Laurence Rossignol. Bah, écoutez, la première condition pour qu'on puisse réguler quelque chose, c'est qu'il y ait une volonté politique. Or, la volonté politique, elle n'existe à cet instant ni en France, ni au niveau de l'Union européenne. C'est la première remarque. La deuxième remarque que je voulais faire, qui moi me perturbe beaucoup, c'est que je pense qu'en fait, aucun État, dans les temps qui viennent, n'aura les moyens de réguler la délinquance que l'espace numérique ouvre et produit. Voilà, il faut qu'on pense autrement que comme ça, parce que moi, Céline l'évoquait un instant, on travaille avec l'OFMIN, avec l'Office des mineurs, on travaille avec l'Office de répression des violences faites aux personnes, on travaille avec l'Office de répression de la traite des êtres humains. Aucun de ces organismes, les services de police français, n'ont pas les moyens de mettre en œuvre les lois qu'on vote. Et on ne parle que de la délinquance de la délinquance sexuelle. Mais il n'y a pas que la délinquance sexuelle sur l'espace du net. Il y a des quantités d'autres délinquances. Donc je crois que l'affaire de la régulation est un mirage, en fait. C'est un mirage sur un espace qui nous échappe totalement. Donc, comment on fera? Je ne suis pas loin de plaider pour qu'on réfléchisse un peu quand même à l'isolationnisme, puisque visiblement, c'est une donnée géopolitique nouvelle. Et en la matière, on ne peut pas être toujours dépendant des autres. Moi, je suis parlementaire française. Donc, mon sujet, c'est de protéger les Françaises, les Français et les enfants français. Donc, il faut trouver les voies de ce que j'ai tout à l'heure, la question de la santé publique. Il faut reprendre la main sur ces sujets-là. Il faut reprendre la main. C'est très bien tout ce qui est directive européenne, mais le temps est trop long. Pendant ce temps-là, des enfants sont victimes. Voilà, c'est un temps trop long et c'est en plus les résultats sont très aléatoires au plan européen également. Donc ma réflexion aujourd'hui est celle-là. Par ailleurs, si on avait de la volonté politique, je vois que le ministre de l'Intérieur adore maintenant culpabiliser les consommateurs de cannabis. En leur disant, voilà, s'il y a un enfant, s'il y a un chauffeur qui est tué dans les quartiers nord de Marseille, c'est de la faute à vous qui consommez du cannabis. Ad minima, on pourrait faire la même chose sur les consommateurs de porno. Parce que ce que n'a pas été évoqué, mais quand même avoir en tête, c'est que la dissociation majeure-mineure, en fait, ça ne marche pas. Quand un produit est accessible aux majeurs, je ne sais pas dans quelles circonstances on arrive à organiser son interdiction aux mineurs. On le voit avec l'alcool, avec les cigarettes. Enfin, tout le monde sait que ça ne marche pas, quoi. Voilà. Donc, pourquoi ça marcherait pour le porno? Et la deuxième chose, quand on fait la distinction entre la pédopornographie et la pornographie entre adultes, il y a quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que les gens commencent par de la pornographie d'adultes. Et ensuite, comme le niveau d'excitation sexuelle a besoin d'être perpétuellement réalimenté par des transgressions nouvelles, il est fréquent qu'on passe progressivement à plus de violence et ensuite à des images de mineurs en situation de mineurs de pédopornographie. Donc, toutes ces distinctions, moins de 18 ans, plus de 18 ans, pour les consommateurs, pour les scènes qui sont montrées, tout ça me paraît être extrêmement fragile
pour aboutir à quelque chose d'efficace en protection. Donc oui, c'est une question de santé publique et nous devons nous reprendre la main. Et par ailleurs, au plan européen, quand il y a un pays qui avance, ça aide les autres pays aussi à avancer. Peut-être, Madame Frizon, en effet, ce que vous dites, Madame Rossignol, me fait penser à la clause de l'européenne la plus favorisée, hein, où l'idée est de prendre les lois les plus abouties pour le droit des femmes et en faire un corpus législatif. On pourrait évidemment... Exactement. Thank you. Yes, let me start with saying that we know, and I mentioned it before, that children are spending more and more time online. And what we have heard here about this platform, OnlyFans, is a picture of what happened. And we need, I think the key word is criminalization, because we need to criminalize this. Otherwise, you will see it in the society as a normal thing. So we need to have laws and have strengthened laws. And related to Sweden, yes, we have really, it has taken many years. I think it's over 25 years ago since we have the first legislation about men's violence against women. And now we have consent in, and it has changed during the time. We have also a strong legislation against prostitution. And it means a difference, because of course we have prostitution in Sweden, but we have less prostitution compared to other countries in Europe. And Maria will maybe say more about this, about how we in European Union can work with prostitution, because it's so different in our countries. And we can also see how our values are related to which law we have in different countries. We have had a very special debate about how we name it. In some countries, they name it sex workers. Sex workers. And this is a signal. Do we have a system in our schools that we can learn to be a sex worker? Or what does word mean? So that's why I will be very clear that we need to have a wording. We need to have our values. We need to have a good education and to prevent this. And of course, we also need to have a very strong legislation. Because, for example, in Sweden, it's not possible to sell sex on the streets or in a shop. The prostitution today in Sweden is at a hotel, in a dark cellar. It's migrants and it's young girls, very poor young girls. Of course, we need to take that fight every day, no doubt. But this is not a normalized in Sweden. You can, if you do that, you will be in prison. That's the signal. And that's really important for girls to know that this isn't right. He is doing wrong when he will pay for sex and pay your body. So these platforms, we need to handle it. And I will also say this, in the digital world, all what's happened in the digital world has no borders. That's why it's not enough that we have strong legislation different in different countries. That's why we need a common legislation. And that's why we work on the European level, because we are, we have something together and we can have this sort of legislation. Then we can manage it in a better way if we have this common system. Thank you. Merci beaucoup. Céline, tu souhaites réagir? Très, très rapidement, sur la question de qui cibler pour faire cesser ces violences sexistes et sexuelles. J'ai cité l'OFMIN parce que il y a effectivement 2 enquêtes qui ont été relatées dans Le Monde qui m'ont, moi, beaucoup touchée. Au début, sur la question de la pédocriminalité,
Il y a une affaire de commande de viol en ligne aux Philippines, parce que de tout temps, les Philippines ont été un lieu de proxénétisme des mineurs. Et depuis le confinement, en fait, effectivement, des Français commandent des viols d'enfants très jeunes aux Philippines, qui sont commis par leurs propres parents aux Philippines. Et puis, il y a un autre cas, effectivement, dont je vous parlais tout à l'heure, des pères incestueurs qui lancent un Skype pour, quand ils commettent un viol contre leur enfant, l'autre père incestueur peut suivre en live le viol. L'OFMIN, lui, a pour objectif d'arrêter les violeurs. De poursuivre ceux qui commandent les viols, de poursuivre les pères incestueurs. Grâce à l'outil numérique, ils peuvent remonter à des violeurs. Par contre, ce qui n'est jamais posé, c'est, et je l'ai dit dans l'introduction, la responsabilité des plateformes. La responsabilité de Skype. Aujourd'hui, on est à l'heure de l'IA et des outils technologiques extrêmement performants. Il serait possible de faire extrêmement de choses pour bloquer ces contenus. Et donc, je pense qu'au-delà de la question des consommateurs, et je l'ai dit aussi en introduction, coco.fr, 23 051 procédures déclarées par le ministère de l'Intérieur avant sa fermeture, c'est trop. Et on aura cette discussion aussi, je pense, cet après-midi sur la question des sites prostitutionnels. On a une loi de 2016 qui interdit l'achat d'actes sexuels tarifés et qui pénalise les clients prostitueurs. Mais par contre, on a des sites prostitutionnels avec des annonces. Quelle est la logique ? Et donc, je pense que ceux qui doivent être redevables aujourd'hui, c'est les plateformes. Et pour la bonne nouvelle, je pense qu'on a, quand on a de la volonté politique, on peut faire des choses. Et je vais vous expliquer peut-être juste un exemple, c'est Telegram. Voilà, donc Telegram avait cette spécificité de ne pas collaborer avec les autorités judiciaires, même en cas d'enquête de tout type. Et puis, le CEO de Telegram, il a atterri en France il y a quelques mois de ça. Et il a été accueilli à l'arrivée en France et mis en garde à vue. Et depuis, en fait, il y a une meilleure coopération judiciaire entre Telegram et les autorités judiciaires. Donc, je vous le fais c'est un peu plus complexe que ça, bien sûr, l'affaire Telegram. Mais à un moment, effectivement, il faut que les plateformes soient tenues responsables de ce qu'ils tolèrent sur leur site quand il s'agit de pédocriminalité ou d'exploitation sexuelle en ligne. Oui, moi je vais répondre plutôt en tant que psychologue. Du coup, je suis absolument d'accord avec Madame Rossignol sur vraiment ce combat doit être mené depuis la santé publique, parce que la consommation de pornographie est un enjeu de santé publique qui est absolument majeur et je dirais d'ordre public. On sait aujourd'hui, vous savez, je ne sais pas si vous avez suivi le rapport de la DPJJ, un viol de mineur sur 2 est fait par un autre mineur. Et les juges de protection de l'enfance de plusieurs pays européens sont très inquiets parce qu'ils se disent qu'ils voient que depuis l'apparition du smartphone en 2007, les viols en groupe et les viols entre mineurs sont en train d'exploser. Donc une des hypothèses qui pourrait expliquer ça, c'est évidemment la consommation massive de pornographie. Je reviens aussi sur, je suis complètement dans la même ligne que Mme Rossignol parce que je suis absolument d'accord sur l'erreur de distinguer la protection. Enfin, évidemment qu'il faut protéger les enfants, mais il faut aussi protéger les adultes de ce qui leur fait du mal. C'est pour ça qu'on fait des campagnes de prévention contre la cocaïne. C'est pour ça qu'on tente que les adultes ne boivent pas dans la voiture pour pas avoir des accidents. Voilà. Donc, on sait aussi que les adultes peuvent être irresponsables. On sait aussi que les adultes peuvent mener des actions qui sont pas bonnes ni pour eux ni pour la société. Donc, la prévention de ce que véhicule la pornographie et de la consommation de pornographie chez l'adulte me semble fondamentale, et notamment sur l'aspect symbolique. C'est-à-dire, si on dit « le porno, t'inquiète pas, c'est pour quand tu auras 18 ans », on est en train de dire à cet enfant, à cet adolescent, quand tu auras 18 ans, c'est OK d'adorer, de te faire plaisir avec des vidéos d'étranglement. Parce qu'aujourd'hui, en France, les catégories les plus regardées selon l'ARCOM, c'est étranglement, fantasme familial, salope. Donc, en fait, on est en train de dire aux enfants, là, sur un volet très éducatif, c'est OK quand tu seras grand, ça c'est possible. Et moi j'ai beaucoup de patients qui ont découvert le porno dans le portable de leurs parents, notamment du papa. Et ils peuvent dire aujourd'hui adultes à quel point ça a pu leur faire beaucoup de mal. Parce qu'en fait, ils ont normalisé, ils ont accepté ce contenu en se disant si papa regarde ça, c'est que c'est bon,
c'est que c'est OK, c'est que je peux m'en inspirer. Voilà. Donc cette question de distinguer le mineur du majeur et de dire que le porno chez le majeur, c'est quelque chose de OK, d'acceptable et qui correspond à une liberté, en effet, ça veut dire qu'on n'a pas encore compris les enjeux d'ordre public en lien avec la pornographie. Et je suis aussi d'accord sur cette erreur, je trouve qu'on a, là c'est pour le coup un point plus philosophique, mais une mauvaise compréhension de la liberté et de la liberté sexuelle. Voilà, donc comme je disais au Sénat, j'ai fait partie du rapport justement qui a été publié par la commission de Mme Rossignol. Il y avait une dessinatrice qui me demandait « Qu'est-ce que vous pensez de la pornographie éthique ?» Oui, et alors moi je lui ai répondu « Quelle société vous voulez ?» Au fond, c'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on mette le terme éthique sur le fait de se consommer derrière un écran, et que la sexualité soit expérimentée en dehors du lien, en dehors de l'expérience sensible. Je ne dis pas en dehors du réel, parce que le virtuel est aussi réel. Céline disait, c'est pas du cinéma, c'est du vrai. Et c'est vrai, c'est du réel. Mais qu'est-ce qu'on pense, en fait ? Que les adultes aujourd'hui, que les ados, mais aussi les adultes, puissent s'autoriser une sexualité en dehors du lien, en dehors du sensible et en dehors de l'intimité. C'est-à-dire qu'on soit OK du fait qu'on vive une sexualité qui sort de la dimension naturelle de l'intimité, de la pudeur, qui est là depuis des millénaires pour nous protéger justement d'être violentés, etc. Donc en fait, la sortie de la sexualité de toutes ces dimensions pose des problèmes de santé, pose des problèmes d'ordre public. Donc pour moi, il y a évidemment des initiatives, des lois à mettre en place, et le domaine du juridique doit évidemment bouger. Mais moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup du domaine de l'éducatif et de la santé mentale. Merci. Merci beaucoup. Je vous propose de prendre une ou deux questions courtes dans le public et j'attends de vous, mesdames, des réponses courtes aussi. C'est bon. Et ensuite, hop, on va afficher, je crois que c'est fait derrière moi, la planche de Christelle Hahn, qui nous a fait donc le plaisir de faire cette facilitation graphique. Et peut-être qu'après les questions, Christelle, on te laissera la parole pour en dire deux mots. Merci beaucoup. Très rapidement, je voulais revenir sur la notion d'escalade de violence, de dissociation traumatique et de psychotrauma. Vous avez dit, Madame Morat, qu'à 9 ans, quand un enfant regarde une image pornographique ou une vidéo pornographique, ça représente un traumatisme. Oui. Quel est le lien ? Est-ce que vous pouvez expliquer le lien neurologique entre le trauma, la dissociation et l'addiction ? Première question. Et du coup, et aussi à finalement donner un petit peu d'espoir, comment on s'en sort de cette addiction. Et ce que je voulais vous dire, je vous pose la question aussi, parce qu'on sait que concernant les contenus pédocriminels en ligne, ils sont de plus en plus violents et touchent de plus en plus de très très jeunes enfants. Donc c'est bien qu'il y a une forme d'addiction aussi à l'escalade de cette violence. Merci. On va prendre une deuxième question tout de suite, peut-être comme ça on pourra répondre en même temps. Celle qui attrape le micro le plus vite a gagné sa question. Je fais partie d'un collectif d'autrices où on a travaillé avec 16 des plaignantes des affaires French Bukkake et Jackie. Une des choses qui m'a le plus stupéfiée et qui nous a toutes stupéfiées dans leurs différents récits, c'est le fait qu'elles sont reconnues sans arrêt. Elles ne peuvent pas prendre les transports en commun, elles ne peuvent pas se rendre dans un centre commercial. L'une d'entre elles a déménagé 18 fois. Comment est-ce possible que des gens qui regardent des centaines de vidéos par mois dans lesquelles leurs visages sont assez peu présents, les reconnaissent où qu'elles aillent? Cette persistance psychique dont vous parlez, est-ce que vous pouvez vous expliquer comment ça marche? Je ne comprends pas. Voilà. En tout cas, en effet, les questions sont... Vous savez, moi, je mets 3 jours à former des professionnels sur le lien entre addiction, trauma et dissociation. Et là, on me demande 2 minutes de réponse. Voilà. Je dirais... Céline a très bien décrit
mécanismes dissociatifs en lien avec le trauma. Il faut savoir que le trauma est une situation de choc psychique qui fait que le cerveau reste figé, et le corps aussi, avec l'expérience traumatique et ne peut pas la digérer. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas une thérapie qui est mise en place pour traiter ce trauma, la personne va devoir faire face à son présent, ancré de manière psychique et corporelle dans un trauma passé qui est encore actif dans son être. D'accord ? Donc pour pouvoir tenir cette anxiété majeure et éviter l'effondrement dépressif, elle va tenter de trouver des mécanismes pour se réguler et pour tenir et calmer l'impact traumatique d'un trauma qui a pu être très loin dans le passé. Et une des stratégies, on va dire la stratégie la plus importante, la plus courante pour les personnes qui ont subi des violences sexuelles, c'est la compulsivité sexuelle. Comme a très bien dit Céline, c'est de se remettre en situation de violence pour que le cerveau disjoncte de nouveau et puisse s'apaiser. Donc, recours à la dissociation comme anesthésie et recours aux addictions. Donc, l'idée aussi que la consommation de pornographie et la compulsivité sexuelle, comme elle active le réseau de récompense qui est le réseau de la dopamine, et donc on peut devenir insensible à cette dose de dopamine qui est libérée à chaque instant. À un moment donné, la consommation n'est plus régulatrice. Il n'y a pas d'excitation. Donc, au-delà de la recherche du plaisir, pour les personnes traumatisées, l'addiction, la quête n'est pas vraiment de plaisir. La quête, elle est vraiment d'anesthésie et de régulation émotionnelle. Donc, en fait, la personne va rentrer dans une escalade tout simplement parce qu'en fait, son corps ne réagit plus au contenu qu'elle est en train de voir et donc, elle n'arrive plus à apaiser son état d'angoisse et son état d'anxiété post-traumatique. Donc, en fait, pour les personnes traumatisées, le risque addictif est extrêmement grand. D'ailleurs, moi, je travaille dans les addictions et la plus grande partie de nos patients sont des personnes qui ont vécu des traumas. Donc voilà, l'addiction, c'est vraiment le mécanisme psychopathologique par excellence de régulation de la dissociation traumatique. Voilà. Et l'escalade, elle vient, même quand on n'a pas encore un trouble addictif installé, les ados qui consomment de la pornographie, ils sont déjà dans des process d'escalade très très graves parce qu'en effet, ils n'arrivent pas à l'érection et à l'excitation. Il y a des sexologues qui disent depuis quand un jeune de 14 ans n'a plus d'érection de manière systématique. Si ce n'est pas sous l'anxiété de performance, qu'est-ce qui fait que... Voilà. Donc en fait, c'est parce qu'ils sont tellement imbibés d'une intensité sexuelle qui n'existe pas dans le réel, qu'en fait, ils ont de plus en plus besoin d'aller dans la pornographie et dans des contenus de plus en plus trash pour pouvoir accéder à l'excitation sexuelle et donc pour pouvoir arriver à l'orgasme. Voilà, j'ai beaucoup résumé, j'espère que... Voilà. Et pour... pour votre question, la question, la réponse, je l'ai déjà donnée. En effet, c'est vraiment la question des images qui restent scellées dans la mémoire. Moi, beaucoup de mes patients qui consomment régulièrement et fréquemment, qui consomment compulsivement de la pornographie, savent me décrire ce qu'ils regardent et ils connaissent beaucoup de détails. Ils ont même les sons qui restent dans leur mémoire. Et d'ailleurs, ces sons-là, par exemple, les voix, etc., reviennent dans la journée comme ça, de manière impromptue, pas décidée, vous voyez, de manière obsessive, mais vraiment sous une forme sensorielle. On dirait qu'il y a des paranoïas, on dirait qu'il y a des hallucinations. Et en fait, c'est juste qu'il y a un tel envahissement de la psyché par ces contenus qui sont vraiment pensés sur les plans, sur les sons, sur la manière dont ils sont enregistrés pour activer le cerveau de manière bestiale, que du coup, la mémoire, elle est... le corps est extrêmement sollicité et l'expérience sensorielle, quand elle est très intense, elle se reste gravée dans la mémoire. C'est la même chose que pour les traumas. Quand on vit un trauma physique très intense, notre corps reste figé dans cette sensation parce qu'elle est tellement intense qu'elle ne peut pas la digérer. Avec la pornographie, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. C'est pour ça que je parle de viol psychique. Parce qu'en fait, il y a vraiment cet envahissement de la pensée et du corps par les contenus pornographiques qui restent, qui persistent. C'est pour ça mes patients, quand ils disent « Madame, est-ce que vous pensez que j'aurai ces images pour toute ma vie ?» Je dis c'est sûr qu'il y a des images qui pourront rester pour toute votre vie. Ce qui est important, c'est que ça devienne des mauvais souvenirs. C'est-à-dire que ce soit juste des images de votre passé et que vous arrêtiez de nourrir cet imaginaire avec de la pornographie et que vous puissiez faire un retour dans le réel et de réhabituer votre corps à se reconnecter au réel, au présent et aux sensations corporelles réelles. Voilà. Donc ça ne m'étonne pas que les personnes qui consomment régulièrement de la pornographie puissent repérer des actrices, puissent repérer des femmes, qui ne sont pas actrices d'ailleurs, des femmes victimes, beaucoup d'entre elles, sans problème, parce que c'est des images vraiment scellées malheureusement de manière amnésique. Voilà. Merci beaucoup.
Et je laisse le mot de la fin, de la conclusion à Christelle qui va nous présenter sa planche. Non, je vais aller très très vite. J'ai insisté dans mes images sur le contraste à chaque fois de l'influence comme ça que peut avoir la technologie sur l'être humain, sur son cerveau, et évidemment toutes les violences que ça entraîne chez les adultes qui consomment ou qui se mettent en scène dans ces images, et les enfants qui sont mis en danger par ces images également. Merci. Merci.